Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du professeur Benbouker Samira. Aujourd'hui, nous allons parler des ensembles contractuels dans le cours de régime de l'obligation. Cette fois-ci, on passe à l'étape de la circulation de l'obligation et nous allons nous intéresser à la circulation de l'obligation à travers les chaînes de contrat. Alors, lorsqu'il y a des opérations complexes qui nécessitent plusieurs contrats, va se poser la question de savoir si les obligations peuvent circuler entre les contrats. Surtout quand ces contrats sont liés les uns avec les autres. Donc à ce moment-là, le contrat va perdre en quelque sorte de son individualité et il faudra voir l'ensemble des obligations à travers cette chaîne de contrats, cet amas d'obligations et chaque contrat aura un impact sur l'autre et va permettre en quelque sorte la circulation des obligations dans les contrats, donc de manière horizontale ou verticale. Un contrat peut avoir un impact sur l'ensemble de la chaîne de contrats en raison de son lien d'interdépendance économique avec les autres contrats qui le composent. Donc le contrat va être interprété dans sa globalité et également interprété par rapport à l'opération juridique dans son ensemble. Donc ça peut être une série de contrats qui sont constitués parce qu'ils visent le même objectif ou c'est plusieurs contrats qui sont réalisés pour une même opération. Alors, il faut que le contrat ou les contrats soient liés objectivement et qu'ils soient liés par la même opération économique. C'est-à-dire que les parties, entre elles, même si ce ne sont pas toujours les mêmes parties, ce seront des parties différentes, on doit avoir cette intention de vouloir lier ces contrats entre eux. Alors là, vous avez une schématisation des opérations contractuelles et j'ai choisi l'exemple de l'opération immobilière. Alors, à travers une opération qui est simple, qui est l'achat immobilier par un particulier. Donc là aussi, on a cette chaîne de contrats, puisque lorsqu'un particulier voudra acquérir un bien immobilier, il va d'abord faire un compromis de vente avec le vendeur. À l'intérieur, il y a des conditions suspensives. Il faut attendre, par exemple, que l'acheteur puisse obtenir les fonds pour financer son bien à travers un contrat de prêt. Ensuite, vous allez avoir, une fois que la personne va obtenir le prêt, donc il y aura un contrat de prêt. Un contrat de vente définitif va suivre, puisque le compromis n'a qu'une vocation temporaire, il y aura la vente définitive du bien. Et puis ensuite, il y aura le contrat d'assurance pour assurer le bien, par exemple, et donc des sûretés qui vont arriver. Donc, toutes ces opérations, en fait, ces contrats convergent vers l'acquisition d'un bien immobilier. Donc, c'est un ensemble contractuel. Cette succession de contrats a pour objectif l'acquisition d'un bien immobilier. On va voir le bien immobilier autrement, mais à travers sa construction. Ou, par exemple, vous avez un contrat qui sera fait entre un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre. Ensuite, celui qui va, par exemple, si c'était dans le cadre d'un appel d'offres, celui qui va obtenir l'appel d'offres va lui-même faire des contrats, d'accord, à un niveau inférieur. Donc il va faire appel par exemple à un cabinet d'études, à un cabinet d'architectes, à une société de construction pour les grosses œuvres. Et ces mêmes opérateurs vont eux-mêmes faire appel à des sous-traitants. Donc là, vous allez avoir une chaîne en cascade de sous-traitance. Donc ça, ce sont deux exemples qui illustrent bien ce qu'est un ensemble contractuel. Il existe quand même des spécificités dans ces ensembles contractuels, puisqu'il y aura une distinction à faire entre les chaînes de contrats homogènes et les chaînes de contrats hétérogènes. Alors, les chaînes de contrats qui sont considérées comme homogènes, c'est parce qu'elles ont des contrats qui sont similaires. Les contrats qui la composent sont similaires, identiques. En revanche, quand on est dans une chaîne de contrats avec dite
hétérogène. Les contrats qui la composent, bien qu'ils aient le même objet, sont de nature différente, ne sont pas les mêmes. Alors, on reprend l'exemple de l'achat immobilier qui va nous suivre. Lorsqu'on est dans un ensemble contractuel hétérogène, c'est le cas qu'on a vu du particulier qui souhaite acquérir un bien immobilier. Les contrats sont totalement différents. Vous avez un compromis de vente d'un côté, vous avez un contrat de prêt, contrat d'assurance, mais ils ont un objectif économique unique, un but unique. Mais ils sont hétérogènes. A contrario, vous avez l'ensemble qui est homogène comme celui qu'on a vu par rapport à le contrat de construction de promotion immobilière, de construction, où vous avez ensuite une chaîne de contrats entre les sous-traitants qui est similaire. Quelqu'un qui sous-traite et qui re-sous-traite, ce seront des contrats similaires. Les contrats qui forment un ensemble contractuel, il faut qu'ils aient des effets concomitants, donc presque de manière instantanée, dans le même temps. A contrario, lorsque les contrats ils ont un effet de manière successive, vous avez chaque contrat qui va avoir un effet avec un autre contrat. Là, pour la doctrine, ce serait plus difficile de parler d'un ensemble contractuel. Mais on peut dire qu'il y a un ensemble contractuel dans des chaînes qui ont des effets successifs, d'accord ? Quand, par exemple, vous avez dans cet exemple la production d'un bien qui commence à l'étape de la production à l'usine jusqu'à sa délivrance au consommateur. Donc là, vous allez avoir une succession de contrats qui vont faire circuler la chose, donc de sa création. Contrat, j'ai oublié de mettre un dessin par rapport au transport, puisqu'il y a la circulation également de la chose. Ensuite, par exemple, un contrat d'achat par une centrale d'achat, et ensuite la distribution dans le commerce de détail. On reprend le cas de tout à l'heure concernant la chaîne de contrats homogène, par exemple, dans le cadre de la construction immobilière. Donc, je reprends un contrat d'entreprise avec un sous-traitant. Le contrat d'entreprise est signé au sommet de la chaîne par le maître d'ouvrage qui est responsable de la réalisation du travail. Ensuite, ce maître d'ouvrage va signer avec un autre entrepreneur, avec quelqu'un qui sera moins occupé que lui. C'est celui qui va obtenir le marché qui va ensuite sous-traiter à d'autres personnes qui seront plus spécialisées. Et donc ensuite, ça va être une réalisation segmentée, mais avec des contrats qui seront similaires. Et c'est le contrat similaire parce que c'est des contrats qui sont faits, qui doivent être faits par l'entrepreneur principal. Donc, c'est les mêmes obligations qui sont répétées parce que c'est la condition qui a été fixée dans le contrat principal. L'impact de la chaîne de contrats ou de l'ensemble de la chaîne de contrats sur la circulation de l'obligation. Pour illustrer ce propos, on va parler de la circulation de l'obligation par rapport à la responsabilité. Il faut savoir que quand on a par exemple une chaîne homogène de contrats translatifs de propriété, à ce moment-là, il y aura une responsabilité contractuelle du premier vendeur. Pareil pour la chaîne de contrats hétérogène, qui elle-même est translative de propriété. Elle va conduire une transmission de la responsabilité contractuelle. Mais lorsqu'on est dans une chaîne de contrats hétérogène, par exemple, qui n'est pas translatif de propriété, à ce moment-là, quand on est, par exemple, dans le cadre d'un sous-contrat, il y aura une responsabilité contractuelle ou délictuelle en fonction de la position dans la chaîne de contrat. Donc, par exemple, celui qui est en bas de la chaîne dans le contrat de sous-traitance aura une responsabilité délictuelle par rapport aux autres. D'accord, ceux qui sont au-dessus. Puisqu'ils ne seront pas les signataires, mais ça sera une responsabilité contractuelle qui sera transmise que jusqu'à une certaine mesure. Pareil, il y a d'autres obligations qui se transmettent. J'ai pris également l'exemple de ce qu'on appelle la clause compromissoire, qui est la clause d'arbitrage.
La clause d'arbitrage, parfois, n'est pas présente dans un contrat, dans une chaîne de contrats, mais elle va renvoyer à un autre contrat qui a été signé peut-être en amont, peut-être ou par d'autres parties. Donc la clause d'arbitrage par référence, elle existe, et elle existe énormément dans la pratique. On a pris le cas par exemple du contrat de transport maritime. Donc il faut savoir que le connaissement maritime, et là je vous invite à regarder la vidéo sur le droit des transports avec le transport maritime, parce qu'on apprend énormément de choses quant aux spécificités du contrat de transport, et surtout au niveau maritime et au niveau de la pratique des contrats. Donc le connaissement maritime, qui est le contrat au niveau maritime, va renvoyer à la charte partie, qui est un autre document qui va lui contenir la clause d'arbitrage. Donc dans le connaissement, il n'y aura pas la clause d'arbitrage, mais il y aura une clause d'arbitrage par renvoi à un autre document qui est contraignant et qui s'oppose aux parties par renvoi. Donc la clause d'arbitrage va être transmise de manière automatique, parce qu'elle est considérée comme un accessoire du droit d'action, qui lui-même est un accessoire du droit substantiel qui sera transmis sans considération que ce soit homogène ou hétérogène dans la chaîne de contrat. Donc ça veut dire que toutes les parties qui seront impliquées dans l'exécution de ce contrat de transport maritime, tous les conflits qui vont naître dans le cadre de cette opération de transport maritime seront toutes ces affaires seront soumises à l'arbitrage. S'il venait à l'une des parties de saisir une juridiction étatique, l'autre partie pourra opposer l'existence de la clause d'arbitrage, même si elle n'était pas présente, elle n'était pas signée par les parties, mais comme c'est dans une opération, dans une chaîne de contrat, cette obligation circule. Vous avez également donc dans la jurisprudence marocaine qui a consacré la circulation de la clause compromissoire dans les contrats, dans un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2015. Non, pardon, pas un arrêt de la Cour de cassation, un arrêt de la Cour d'appel de Casablanca qui a estimé que l'extension de la clause d'arbitrage ou de compromissoire, c'est la même chose, à une personne qui est non signataire est justifiée par son degré d'implication dans les négociations, dans la conclusion et l'exécution du contrat, plutôt que par un refus express de se conformer au contrat. Donc, être présent dans cette opération par la négociation ou donc être dans cette implication contractuelle suffit à faire circuler la clause compromissoire. Donc ça, c'est un exemple de circulation de l'obligation, parce que ça vous montre que des parties n'ont pas forcément convenu de l'arbitrage dans la signature de leur contrat, mais ça peut être un renvoi ou ça peut être une circulation de la clause d'arbitrage. Je vous remercie beaucoup pour votre attention sur ces ensembles contractuels. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup et au revoir.